Bonjour à tous, je suis Thomas Spitz et je suis ravi de vous accueillir à table, le podcast où l'on savoure le parcours d'invités inspirants autour d'un bon repas. Sans plus tarder, passons à table. Hello Robin, tu vas bien? Thomas, au top. Trop bien, super, je suis trop content de te recevoir à table. On est chez Tekes, restaurant israélien dans le 2e, qui nous a été proposé par Marion, une précédente invitée. Pour la petite anecdote, tu es une des premières personnes que j'ai contactées quand j'ai quitté mon entreprise pour entreprendre. C'est Quentin Sureau, qu'on embrasse d'ailleurs, qui est toujours de très bons conseils, qui m'a dirigé vers toi. Parce que je lui ai dit, écoute, je sais pas trop ce que je vais faire, mais j'ai envie de faire de la data et du podcast. Il m'a dit, il faut absolument que tu parles à Robin de DataGen. Et donc voilà, je suis content de t'avoir aujourd'hui dans le podcast. Bah écoute, c'est un grand plaisir de participer. Merci de me recevoir. Pendant qu'on goûte cette super entrée, est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les gens qui ne suivent pas encore DataGen? Avec plaisir. Donc moi, effectivement, tu l'as dit, c'est Robin Conquet. J'ai 31 ans. Je viens de La Réunion. Je vis à Paris maintenant. C'est un détail, ça n'a rien à voir avec la data, mais... et j'anime maintenant DataGen, effectivement un podcast spécialisé sur la data et l'intelligence artificielle. C'est vrai que moi je parle de data, mais dans la data j'englobe aussi l'IA, il me reste du détail. Et voilà, qui est aujourd'hui un des plus gros podcasts data en France, francophone. Et donc voilà, présent sur toutes les plateformes audio et sur YouTube. Et donc pour développer ce podcast, j'ai développé quelques autres canaux, notamment LinkedIn. Mais voilà, en 2 mots. Et peut-être la tagline pour que les gens se projettent, c'est assez simple, hein, c'est découvrir les stratégies data des plus belles boîtes. Donc je vais interviewer des patrons, des experts data, de belles boîtes, que ce soit type CAC 40, type licorne, scale-up, écosystème startup. Et on va décortiquer leurs problématiques. L'idée étant de faire des retours d'expérience les plus actionnables possibles pour aider l'écosystème à avancer sur ces sujets, quoi. Voilà. Trop bien. T'as un background data, hein, c'est ça? Ouais, tout à fait. Effectivement, moi, j'ai commencé ma carrière, j'ai un background école de commerce à la base. Je ne suis pas forcément un profil technique. Je pilote quelques lignes de SQL, mais voilà, je ne suis pas data scientist, data engineer. J'ai plutôt un profil qu'on appelle aujourd'hui dans le jargon product manager data. Mais bon, dans le conseil, on appelle ça simplement consultant. Donc, j'étais manager dans une boîte qui s'appelle Artefact, que tu dois connaître parce que tu viens de ce milieu-là aussi, et donc qui est cabinet de conseil en stratégie data et IA. J'ai passé 5 ans. Et ensuite, tu t'es lancé sur le podcast. Comment en fait elle te vient un peu l'idée? C'est une bonne question. En gros, donc le moment où je le lance, ça fait peut-être 2 ans que je suis chez Artefact. Moi, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un projet entrepreneurial, on va dire au sens large. C'est quelque chose que j'avais envie de faire à un moment ou à un autre, et ça me tournait dans la tête, quoi. Déjà, tu vois, même au moment où je suis allé chez Artefact, je m'étais déjà dit, ouais, ça peut être une super école sur un secteur très porteur. Il va sûrement y avoir plein de startups à monter, je savais pas à quoi faire. Je me suis dit, ok, c'est sûrement mon plan, je vais apprendre à bosser et je vais me créer une spécialité sur un sujet. Donc, j'avais déjà à la base un peu cette idée-là. Et donc, en étant chez Artefact, je me disais, je continue à réfléchir un peu à projet. Je me disais, tiens, voilà, je vais peut-être faire 2 ans et essayer de monter une boîte. Et puis bon, finalement, j'avais jamais eu d'idée concrète, tu vois, d'idée concrète qui m'est venue. Et en fait, ça s'est fait, au bout de 2 ans. Je me suis dit, ok, comme j'ai pas un gros projet startup tech qui m'est venu, parce qu'au début, je regardais un peu de ce côté-là, tu vois, mais bon, en plus, moi, je savais pas coder, donc c'est tout de suite, t'as plus de barrières. Tu te rends compte après quand tu entends l'entrepreneuriat que plus tu vises quelque chose de complexe, plus ça peut être difficile à créer. Et donc à un moment, je me suis dit, en fait, il faut peut-être que je trouve une manière de mettre un pied dans l'entrepreneuriat qui soit vraiment atteignable, tu vois, réaliste, parce que ça faisait longtemps que je procrastinais, j'en avais marre, j'avais envie de passer sur un truc, même si c'était une vision plus petite, un projet plus petit, de trucs de concret, quoi, mais de le faire, quoi. En mode, ok, genre ce week-end je fais le truc que j'ai envie de faire, en mode, qu'est-ce que c'est. Et puis donc en parallèle, il y a eu plusieurs petites étoiles sont alignées. C'est que moi j'étais un gros fan de podcasts, j'écoutais beaucoup de podcasts sur différents sujets que je trouvais cool. Et notamment j'en écoutais un à l'époque qui s'appelait Growth Makers, je sais pas si ça te parle, qui était un des premiers podcasts, on va dire business, sur la growth, qui après a changé de nom et qui maintenant je crois n'existe plus malheureusement. Et donc le principe était un peu le même. Lui, il invitait les patrons de la growth, donc les head of growth, enfin patron, hein, mais les head of growth, comme on dit dans le jargon, de très belles boîtes, et il décortiquait leur strat, un peu avec le plus de retour d'expérience actionnable possible. Et moi je me suis dit, il faut faire la même chose sur la data. Je me suis dit, peut-être ça existe, je vais aller voir, je n'ai pas trouvé. Là j'ai vu que ça n'existait pas sur la data, et là je me suis dit, ok, vas-y, je fais ça. C'était un peu aussi simple que ça. Et le moment où j'ai eu cette idée, ça a vraiment créé une merde. Je me suis dit, ok, j'ai enfin un truc où je pense que je peux le faire.
j'ai la crédibilité parce que ça faisait 2 ans que je faisais de la data, donc je me suis dit ça peut le faire. J'avais le réseau parce qu'il y avait des anciens d'Artefact qui commençaient à être head of data, donc je me disais en fait je vais réussir à aller trouver les invités aussi. Et en plus ça me permet de continuer à rester chez Artefact et de le faire en parallèle de mon job, parce que c'est un projet que tu peux commencer à faire le soir et le week-end, il faut se déterrer un peu, mais ça se fait, tu vois. Donc au début c'était un peu aussi simple que ça, c'était en mode ça me permet de me mettre un pied dans l'entrepreneuriat. Pas encore de vision de monétisation, tu vois, pas de vision claire de ce que ça peut donner. Je me disais juste, je perds pas mon temps, je rencontre des patrons, des head of data, qui pourront peut-être demain être soit des nouveaux employeurs, soit des clients. Enfin, tu vois, je me disais, t'as pas de mal à te créer un réseau, c'est un bon prétexte pour le faire. Et moi, faire enfin un projet un peu concret, ça me passionnait. Et du coup, j'étais prêt à y passer mes week-ends, parce que vraiment, c'est ça qui s'est passé. Et voilà, c'est comme ça que ça va. Ok. Je pense que c'est la bonne façon de faire du podcast, qui est quand même, moi je le vois surtout comme un vecteur de rencontre. Et du coup je partage vachement ce que tu dis. À la base on fait ça juste pour rencontrer des gens cool, en plus déjeuner, donc trop bien. Mais je pense que c'est un bon driver de commencer par ça, parce que derrière tu vas nous raconter, mais monétiser un podcast c'est pas facile. Donc déjà si tu prends du plaisir à aller rencontrer des gens, te dire ouais ça déjà au moment présent c'est bien, je pense que c'est top. Et surtout je crois que tu me disais un peu en off, même si t'as pas commencé il y a 10 ans, quand toi t'as commencé, le podcast c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Là on est quand même en 2024 où c'est vraiment la mode, on peut pas se mentir, il y en a énormément. Toi du coup il y a maintenant 2 ans et demi, un truc comme ça, 3 ans, tu rentres dans quel écosystème podcast, enfin ça ressemble à quoi un peu les podcasts à ce moment-là? Mais franchement, c'est encore assez rare. Hein. Moi, quand je dis aux gens que je lance un podcast, c'est encore vu comme... c'est pas du tout encore le truc en mode, tu sais, aujourd'hui, t'as l'impression que c'est... Enfin voilà, je serais curieux de voir les chiffres, d'ailleurs, je les ai pas, mais il y a beaucoup de podcasts qui sont lancés, je pense, sur 2023. Et donc maintenant, il faut arriver avec presque, tu vois, un concept de ce que tu fais. D'ailleurs, tu vois, avoir un concept plus fort ou avoir une idée plus spécifique, parce qu'il y a beaucoup de podcasts et bah, tu te bats pour l'attention des gens, finalement. Et donc, il faut arriver avec quelque chose à la table. Sans mauvais jeu de mots. Et alors que moi à l'époque c'était pas du tout ça. Moi c'était plus les questions c'était plus, tu penses vraiment que les gens ils vont écouter un podcast sur la data? Voilà, il y avait des doutes sur la pertinence de faire un podcast sur la data. Et en revanche le fait de lancer un podcast c'était encore vu comme un projet un peu exotique, comme tu lances un podcast, c'est original, c'était particulièrement original, tu vois. Donc moment complètement différent. Et pour rebondir sur ce que tu dis sur l'axe monétisation, pareil. Moi, c'est vrai que pendant longtemps, je ne voyais pas ça comme mon vrai projet startup. Je me disais, je mets un pied. Je le voyais presque aussi, tu vois, je ne l'ai pas dit avant, mais comme un gros benchmark, une grosse étude de marché. Tu vois, je me disais, en fait, je vais pouvoir aller voir tous les head of data et leur demander quels sont leurs plus gros challenges. Ça va me donner des idées de boîtes, tu vois. Et puis après, je pourrais les rappeler pour leur pitcher la boîte que j'ai montée. Enfin, tu vois, je me disais, en fait, et tout ça, en revanche, en leur proposant de la valeur à la base. Parce que je fais un buzz avec eux, ça met en avant leur profil, etc. Donc après ça s'est fait petit à petit. Hein. Au début, j'ai galéré, tu vois, même à trouver les invités, etc. Normal. Mais voilà, c'était un peu ça l'idée. C'est qui ton premier invité? Tu te souviens? Ouais, mon premier invité, je me souviens très bien. Mais en fait, c'est marrant parce que le premier week-end où je lance DataGen, donc le podcast, c'est vraiment ça se fait sur un coup de tête. Hein. C'est-à-dire que tu vois, ça fait peut-être une semaine ou deux que le truc a germé dans ma tête. Ouais. Et là, j'arrive à un moment, je me dis, ce week-end, je lance le podcast. Il n'y a plus de procrastination. Tu sais, à un moment donné, tu sais pas, j'ai du temps, mais je comprends pas, j'arrive pas à passer la seconde et ça me rendait ouf. Et là, j'appelle donc un ancien d'Artefact qui s'appelle David, qui est en plus, pour le coup, même pas head of data, mais faisait beaucoup de data dans sa boîte. Il est passé CTO, donc ce qui était très cool aussi, tu vois, mais c'était même pas exactement ma ligne. Et je lui dis, Dave, je lance un podcast sur la data, tu veux être mon premier invité? C'était un pote, donc forcément, il dit oui. Et il me dit go. Je lui dis ok, genre je crois que je sais pas, 3 jours après je lui dis on se voit, je te pitch une trame et voilà, et donc je lui ouvre le truc comme ça. Dans le week-end, je brainstorming avec ma copine, je trouve le nom, on fait le logo et je bosse tout le sujet pour mettre le truc sur les plateformes, enfin en mode pour être prêt, tu vois, en mode parce que je me disais je savais pas à quel point c'était compliqué, donc là tu vas te bouffer les vidéos YouTube. Et derrière je fais le point avec David, je note 10 questions, tu vois. On en parle pendant 1 heure, on se fixe l'enregistrement genre le week-end suivant et tac, tu vois, et ça avance comme ça quoi, baby step, mais tu vois, ça s'est fait en mode un peu de manière très organique quoi, en mode sans vraiment avoir de plan et tout quoi.
C'est trop marrant parce que moi, c'était un peu pareil. Je me souviens très bien, tu sais, avoir un peu le concept dans la tête. Et tant que t'as pas un invité, en fait, cette phase-là, elle peut s'éterniser. Ouais. Donc pareil, j'ai appelé un pote. Je lui ai dit, écoute, j'ai un podcast, j'ai un concept, viens. Le jour où il m'a dit oui, on a fixé une date. Et à ce moment-là, je suis parti acheter le matos, mais pas avant. Ouais. Et on l'a testé et c'est parti. Moi, par contre, j'ai mis, franchement, je pense que j'ai bien jeté 2 ou 3 épisodes. Parce que je me faisais une idée du truc. J'ai mangé beaucoup, j'ai écouté beaucoup Mathieu Stéphanie Ouais. sur des podcasts longs et qui sont notamment. Bon, déjà, lui, il a des invités, tu pourrais presque faire des films dessus. Et puis, lui, il a quand même ce truc où il n'y a pas de structure. Un des trucs, c'est que tu commences l'épisode et ça part sur un sujet et l'invité, il peut se présenter à 1h30. Tu vois. Et moi, je fais mon premier épisode comme ça. Et je le fais Ça écouter un part peu, dans on me tous dit les sens. ah ouais, mais en fait t'es pas Mathieu Stéphanie, en face t'as pas Mike Horn, donc en fait et donc on a mis 3-4 épisodes. À un moment donné par contre on se dit ah ça marche, ok on y va. Toi, je sais pas, le premier épisode tu l'as sorti, est-ce que t'as mis ce temps là aussi un peu à trouver la sauce, comment ça s'est passé? Alors je pense qu'après, mais tu vois, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, je pense. Mais plus tu avances, plus tu te mets de la pression de par l'expérience que tu as déjà, etc. Je pense que moi, j'étais un peu plus jeune dans ma carrière, tu vois, ça faisait 2-3 ans que je bossais. Et donc, je pense que je me suis un peu dit en mode, en fait, je m'en fous. Ouais. Genre, ça sort comme ça sort. Mm. J'avais amélioré un peu au fur et à mesure des épisodes. Enfin, pas je m'en fous, parce que voilà, j'essayais de faire le max et Ouais. je respectais mon invité, etc. Mais, Oui, je vois ce que tu veux dire. mais j'avais ce côté un peu, en fait, bon, bah, go, tu vois. Et donc, effectivement, non, le premier épisode était catastrophique sur plein d'aspects. Alors, moi, sur la partie structure, très vite, je suis parti sur quelque chose, pas comme Mathieu Stéphanie, plutôt très structuré. Je voulais absolument que ça dure une demi-heure. Parce que moi, j'avais d'autres contraintes. Tu vois, je me suis fait un podcast sur la data, Ouais. un sujet informatique, etc. Même pour les passionnés de data. Et en fait, au début, j'étais pas encore sûr si ce serait passionné de data ou plutôt pour faire découvrir la data à des gens qui font pas de la data. Enfin, Ouais. c'était pas clair tout ça. Bah, J'avais pas encore normal. d'enjeu de monétisation. Je savais pas comment j'allais monétiser. Donc en fait, je laissais un peu libre cours. Donc je vulgarisais beaucoup. Je demandais d'expliquer le truc. C'est quoi un data engineer. Enfin, c'était un peu différent, tu vois. Et genre. Et après, mais grosso modo, j'avais quand même des règles, c'était je vise une demi-heure, donc il y avait une dizaine de questions. J'avais préparé, tu vois, je t'avais Ouais. dit, j'avais eu un meeting, tu vois, avec Ouais. David pour lui présenter, pour qu'on parle de ce dont il pourrait parler. Donc il y avait ce côté où c'était plus scripté, je pense, que effectivement ce sur quoi tu es parti. Donc sur cet aspect-là, c'était assez cadré. Et en revanche, bah, après, le reste, t'apprends en marchant, quoi. C'est-à-dire que le micro, je me suis gouré, j'avais pas le bon micro. Enfin, j'avais emprunté un micro, mais je posais un seul micro au milieu de la table, donc Ouais. j'entendais tous les bruits. Enfin, c'était un peu cata, tu vois. Et ça, bah, d'épisode en épisode, j'ai fini par réussir à atteindre une bonne qualité petit à petit. Mais voilà, tu vois, un peu le Ouais. Trop bien. Je crois que tu vois, transition repas, c'était excellent Ouais, cette c'est petite sauce. Ah ouais, on s'est super, régalé. super. Alors, voici la suite. Donc, fameux borica, Ok, génial. tout à l'heure, avec sa petite harissa, petite salade d'herbes, persil, menthe et oignon sumac. Le sumac étant une épice d'Israël. Génial. Et je vous mets ici la La fameuse petite salade. Cléopatra, exactement. Attends, je fais un peu de place. Voilà, ça a l'air Dans la incroyable. Cléopatra, On est que deux par contre. Hein. Je sais bien, c'est assez copieux. Ça va vous faire toute la journée. On a sucrine, chou-fleur, radis, parmesan et les fameux croutons de la fin. Génial. Trop Merci bien, ça a l'air beaucoup. délicieux, merci beaucoup. Alors juste même c'était en off, est-ce que tu veux goûter ça et Bah, auquel si cas tu je veux, on partage? partage. Ouais, ça parce te que dit j'ai l'impression que c'est l'ambiance de toute façon. Ouais. Ouais, grave. Bah vas-y on fait ça, Grave, moi grave. je suis très là-dedans. Tiens, hop, voilà, je te mets un petit peu de... Vas-y. Franchement, nous on découvre comme toi, tu vois, Ça c'est va, aussi... en fait. c'est pour ça que ce podcast en vrai, franchement c'est quand même beaucoup de plaisir, tu vois. Parce que on tu découvre. passes un bon moment aussi. Enfin, en fait. Bah ouais, Mais tu vois, c'est marrant parce que c'est quelque chose. Enfin, je sais pas si on allait venir sur ce sujet-là, mais c'est le plus important au début, tu vois. ouais, Au début, je trouve, c'est de pas penser monétisation, de même pas penser audience. Ça, je me souviens que tu vois, peut-être sur les 10, 15 premiers épisodes, faciles, voire peut-être même 20, bah, j'y allais vraiment purement à la curiosité, quoi. Qui j'ai envie d'inviter, quelles questions j'ai envie de lui poser. Et moi, ça partait en fait d'une curiosité aussi que j'avais, qui était que moi, je connaissais bien le monde de la data, mais dans un environnement très grosse boîte. Parce que dans le conseil, je bossais surtout pour des grosses boîtes, LVMH, Samsung, etc. Et puis j'étais encore jeune dans mon expertise data, tu vois. Ça faisait en janvier, j'étais loin d'être un expert, mais j'étais juste capable de poser les bonnes questions parce que je connaissais assez Ok. tu vois, l'écosystème
pour poser des questions intéressantes, je pense. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est tout simplement que j'avais une grosse curiosité pour creuser comment Doctolib ou, tu vois, ou Blablacar que j'ai reçu assez tôt s'organiser, tu vois. Et moi, je voyais tout le temps, tu sais, quand tu es dans des grosses boîtes, c'est difficile parce que tu n'as pas une vision globale. Tu n'as jamais quelqu'un qui peut te dire vraiment toute la strat data, c'est ça. Enfin, c'est toi qui viens le faire, mais c'est difficile à faire parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de complexité, etc. Parfois de la politique dans les grosses boîtes aussi, ça fait partie du jeu. Et là, d'arriver et de voir de pouvoir avoir la personne la plus haut place de la data pendant genre une demi-heure qui m'explique, nous, on est 40, c'est organisé comme ça, le plus gros challenge c'est ça, l'année dernière on a fait ça, et tu vois, et d'avoir une vision un peu exhaustive, je trouvais ça vachement rafraîchissant. Et donc en fait j'ai un peu tiré sur la corde comme ça petit à petit à me dire, ah mais tiens, lui il m'a parlé de ça, ça me fait penser à des questions pour mon prochain invité. Lui il me parle d'un nouveau rôle Analytics Engineer, donc il m'explique, c'est la première fois que j'entends parler. Du coup l'invité d'après, je vois qu'il a aussi des Analytics Engineer, donc tu vois, et puis petit à petit tout simplement de tirer la pelote de laine, quoi. Et donc le début c'est vrai que c'était juste ça. Et je faisais pas attention. Et à partir du moment où j'ai eu une audience, où j'ai eu le sentiment qu'il y a une audience qui commençait à me suivre dans la durée, c'est-à-dire que je commençais à voir, ok, il y a entre guillemets des gens qui écoutent les épisodes, qui en tirent profit et qui attendent les prochains. Tu vois, c'est un peu comme ça que je dirais, tu as une audience. C'est même pas un chiffre, c'est juste de dire en mode, il y a des gens qui commencent à consommer. C'est quoi, c'est des messages, des gens qui te contactent J'ai invité les gens à me contacter, à m'écrire sur LinkedIn. Au début, je disais que n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn pour me dire ce que vous avez pensé, etc. Donc je commençais parfois à recevoir des messages en mode, tu vois, j'avais pas beaucoup d'écoute sur les épisodes, mais voilà, d'avoir des retours. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre. Et donc là, je faisais des calls avec eux. Effectivement, je les jouais très startup, tu vois, un peu produit. Ah, t'as appelé tes premiers users, entre guillemets, tes premiers... Encore aujourd'hui, je le fais, j'essaie de faire une vague par trimestre, de rencontrer des gens qui écoutent le podcast pour continuer à comprendre pourquoi ils écoutent le podcast. Parce que parfois, tu sais, même moi, je me rends pas forcément compte, tu vois, vu que je parle de ce sujet au quotidien. Ça, c'est très data, ça. Ouais, c'est vrai. Data, après, c'est plus quali, parce que tu vois, je fais pas forcément des stats, tu vois, je fais genre 5 calls et ça me permet tout de suite d'ouvrir les yeux sur des aspects que j'avais pas. Tu vois, ils me disent, mais en ce moment, notre challenge, c'est clairement ça, donc c'est intéressant d'écouter ça, non. Et parfois, j'avais même pas pensé à ça, tu vois, et là, boum, je peux orienter la suite de ma ligne éditoriale, tu vois. Mais bref, du coup, c'est à partir du moment où il y a eu ce sujet d'audience, où là, maintenant, j'essaie de faire un jeu d'équilibriste entre ce que j'aime, faire les questions que j'ai envie de poser, parce qu'il faut rester en axe avec ta curiosité, sinon tu t'essouffles, et l'audience, parce que voilà, tu te prends au jeu de vouloir faire grossir l'audience. Ouais, normal, mais t'es obligé de faire un petit peu les deux. Et je pense que le fait que toi tu partes de la base qui est ton kiff au final, parce que quand je t'écoute, je me dis juste, le mec en fait il s'est régalé d'aller voir tous ces gens-là, il a pris du plaisir. Je pense que ça c'est une base hyper saine et c'est kiffant. Et alors du coup, aujourd'hui DataGen, c'est quoi un peu les résultats, les stats, vous êtes combien, est-ce que t'en vis? Ouais, carrément, je peux te partager tout ça. Alors, d'un point de vue perf média, on va dire, le podcast aujourd'hui, il fait 25 000 écoutes mensuelles en cumulé sur les plateformes audio et YouTube. Donc, tu vois, il fait 15 000 écoutes sur un mois sur les plateformes audio et 10 000 sur YouTube. Donc, YouTube est vraiment en train de devenir un canal que j'ai lancé plus tard. Moi, au début, c'était vraiment pur audio. J'ai mis beaucoup de temps à lancer YouTube. Mais là, c'est en train de rattraper assez vite. Parce que je pense qu'en plus, sur le sujet de la data, il y a un petit sweet spot. Tu sais, les profils un peu geeks sur YouTube. Enfin, un peu geek, c'est même pas un peu geek, mais... Je vois ce que tu veux dire. Il y a une legacy de consommation YouTube sur ces profils data. Ça. Je pense que la communauté data est très présente sur YouTube, tu vois. Et ce que j'avais pas du tout identifié au départ. C'est quoi tes autres plateformes et c'est quoi un peu, tu connais un peu ta part de voix par plateforme? C'est un peu tes top plateformes sur les plateformes audio? Alors moi, les trucs que je pilote, tu vas voir que finalement, comme je te le disais, pendant longtemps et encore aujourd'hui, il y a quand même une grosse partie qualitative. Je suis des métriques, mais c'est aussi quelque chose que je ressens, tu vois, à force de parler avec souvent l'audience, moi de voir ce que j'ai envie de creuser. Enfin, il n'y a pas de l'analytique encore très poussée. Mais donc je te dis, il y a cette métrique d'audience. Moi, ma plus grosse plateforme aujourd'hui, c'est Spotify. Ouais. Pendant longtemps, c'était Apple Podcast, mais finalement, c'est Spotify qui prend le dessus maintenant. Et que te dire de plus, juste sur quoi, t'en as beaucoup d'autres où en fait ton audience c'est 90% Apple Podcast, Spotify et YouTube? Ouais, je pense que t'as Apple Podcast, Spotify qui représente au moins 50% de l'audio. Et le reste, après, ça va être Google, Deezer, Amazon et plein de plateformes. Et en fait, si tu passes par un outil qui te redispatche ça partout en podcast. Tu passes par quoi? Par Ocha?
Non, moi je suis sur Acast, mais Ah, c'est d'accord, en concurrence pareil. Et donc ça c'est côté audio, et côté YouTube, bah là c'est purement sur YouTube. Et là de plus en plus, bah, comme on s'est lancé sur YouTube, on fait aussi des vidéos courtes. Mais ça que je comptabilise pas comme de la performance, ça je le vois plus comme la stratégie marketing pour faire découvrir le podcast. Ok. Mais voilà, où là on fait aussi beaucoup de vues forcément sur les vidéos courtes. Tu vois, ça commence à bien performer. Mais voilà, l'objectif aujourd'hui, c'est plutôt de faire connaître le podcast et de ramener les gens sur le contenu long de l'interview de 30 minutes. Tu vois. T'as mis combien de temps à atteindre des niveaux de vue que t'estimais satisfaisants Franchement, pendant longtemps, c'était un peu une marche du désert. Hein. Après, je voyais que ça augmentait un petit peu, mais comme je te dis, franchement, déjà pendant 1 an et demi, je faisais ça en parallèle de mon taf. Et j'étais manager pendant une bonne partie chez Artefact, en conseil, je me faisais éclater, donc j'avais pas énormément de temps, et j'avais pas de temps, entre guillemets, de charge mentale, tu vois, à mettre. Donc j'avais pas envie que ça devienne quelque chose qui me stresse, etc. Je disais juste, en fait, je vais voir des gens que je trouve intéressants, j'essaie de faire un contenu pertinent en posant des questions que je trouve intéressantes, je ship et je vois. Et en revanche, je pilotais les chiffres, tu vois, mais regardez. Et c'est plutôt, donc ça s'est passé, je pense que c'est au bout de facilement 1 an, au bout d'1 an, je pense, que là, j'ai vu qu'en fait, quand je dézoomais sur l'année, tu vois, le mois au bout d'1 an versus le début, ça commençait vraiment à monter et que je commençais à avoir de la récurrence. Tu vois, genre, je crois qu'au bout d'1 an, ça faisait 3000 écoutes mensuelles, je crois. Ok. Un truc comme ça. Et en pas mal. Et après, ça c'est relatif, tu vois, à ton audience, à ton positionnement. Je me rends compte aujourd'hui, tu vois, que ces chiffres-là, ils veulent tout rien dire. Tu vois, ça dépend de la niche sur laquelle t'es, ça dépend des gens qui t'écoutent, etc. Mais c'est plus un tout, tu vois, si je commençais à me rendre compte qu'il y avait de plus en plus de traction sur les posts LinkedIn que je faisais. De toute façon, on pourra en parler, mais dans la croissance d'un podcast, en fait, ta stratégie de diffusion, elle est super importante, parce qu'un podcast, il a une faible discoverabilité, comme on dit. Donc moi, je l'ai couplé avec une stratégie sur LinkedIn assez forte. Et aujourd'hui, du coup, ça me prend presque autant de temps, tu vois, que le podcast. Enfin, tu exagères, mais tu vois, ça prend beaucoup de temps. Et en fait, je voyais aussi, c'est quelque chose que j'ai ressenti, tu vois, au fur et à mesure des retours. Je voyais juste, j'ai de plus en plus de profils leaders data, ou en tout cas qui sont dans la data, qui commentent, qui parlent des épisodes. Donc je voyais que j'avais une audience, et parfois les mêmes personnes qui revenaient. Des gens qui commençaient à m'ajouter sur LinkedIn, à m'écrire pour me dire que le podcast marchait. L'audience qui augmentait, tu vois, mais comme je te dis, pas forcément de manière exponentielle, mais où je voyais que, on était, je sais pas, au bout de 6 mois, peut-être à 1000 écoutes. Là, je te dis les chiffres, je suis pas sûr, je regarde, mais peut-être à 1000 écoutes mensuelles. Et puis après, d'un moment, on est passé à 3000 écoutes mensuelles. Tu voyais une traction, quoi. Tu as vu une traction sur les réseaux sociaux, sur le podcast. Et là, je me suis dit, bon, ça monte. C'est-à-dire que des gens qui ont écouté réécoutent. Il y en a en plus que j'ai au téléphone qui me disent que ils écoutent tous les épisodes parce qu'ils trouvent ça super intéressant de comprendre. Et c'est là que c'est un peu, tu vois, plein de signaux comme ça qui m'ont fait me dire, ok, là, je commence à tenir quelque chose d'un point de vue performance. Et le truc qui m'a fait me dire je tiens quelque chose du point de vue plus business, c'est quand j'ai commencé à avoir plutôt des partenaires ou des sponsors qui m'ont appelé pour me dire comment on fait pour travailler avec toi, tu vois. Ok. Ça, ça a été en pool du coup tes premiers partenariats. Tu as des personnes qui t'ont contacté ou plutôt ça que des gens que tu as démarchés alors? Ouais. Incroyable. Ouais. Enfin incroyable. Moi de ma position de podcasteur en herbe, je suis en train de réfléchir à la monétisation. Mais on n'en est encore pas là du tout. Mais je me dis, va falloir qu'on démarche. Et toi, tu as eu des gens qui sont venus te chercher, c'est quand même top, quoi. Ouais, effectivement. Après, de par la nature du podcast, encore une fois, c'était un peu de la chance, le positionnement qui a fait que ça s'est passé comme ça. C'est que, tu vois, genre, moi, mon positionnement de base, c'est les leaders data ou les experts data de boîtes. Mais de boîtes... type, tu vois, je te dis genre Blablacar, Deezer, des boîtes où ils ont un département data, mais où ils n'ont pas forcément, tu vois, eux, un intérêt commercial à passer sur le podcast. Tu vois, c'est pas un éditeur de logiciel qui veut vendre un truc au head of data, ou c'est pas un partenaire, par exemple, d'un cabinet de conseil, oui, je vois ce que tu veux dire, qui veut vendre quelque chose au head of data, etc. Et donc au bout d'un moment, j'ai commencé à identifier que, moi, mon positionnement, c'est surtout les gens qui travaillent dans des départements data. Mais en revanche, je me faisais contacter par un certain nombre d'acteurs qui pouvaient quand même être pertinents. Donc la question se posait et qui me disaient genre, est-ce que je peux passer sur le podcast? Ils me contactaient pas toujours pour faire du sponsoring. Ils me disaient juste genre, est-ce que je peux passer sur ton podcast?
Et donc pendant longtemps, je disais non, parce que je voulais pas forcément faire du sponsoring. Ou parfois, je disais oui, tu vois, il y a des trucs que je fais maintenant payer, que je faisais gratuitement à l'époque. Ce que je trouve cool, parce qu'en fait, c'était aussi que de toute façon, je voulais que ça s'insère bien dans la ligne éditoriale. Et que, quoi qu'il arrive, même quand un épisode, par exemple, est payant, je veux que ce soit un bon épisode. Donc c'est par exemple, j'avais déjà fait, par exemple, l'épisode avec Artefact à l'époque, tu vois. Bon, quoi que si celui-là, il faisait partie d'une collab. Mais tu vois, je leur aurais fait gratuit un peu plus tôt. C'est juste que c'était au moment où je commençais à monétiser. Mais c'est par exemple un expert data d'un cabinet de conseil. On va faire un épisode qui a de la valeur pour la communauté. Moi, j'avais des questions à lui poser que je trouvais intéressantes. C'est juste que comme eux, ils ont un angle commercial à passer sur le podcast, parce que ils vont faire connaître leur cabinet ou leurs offres, ou encore plus, ils sont très connus. Donc en l'occurrence, là, il y avait presque un gap de taille, tu vois. Mais c'est aussi parce que Artefact, en l'occurrence, c'était mon ancien employeur. Donc on a fait une collab, tu vois, je pense qu'ils voulaient aussi me soutenir au début. Et donc, tu vois, c'est un peu win-win pour tout le monde. C'est un contenu intéressant. Eux, ils ont un intérêt commercial, donc ils veulent bien payer. Mais voilà, tout le monde est content, quoi. Trop bien. Et donc, je fais pareil avec, tu vois, des éditeurs de logiciels. Ça se pose aussi, tu vois, je trouve ça intéressant d'avoir aussi la voix des éditeurs de logiciels. Par exemple, tu vois, j'ai des épisodes là que j'ai fait par exemple avec des boîtes comme Microsoft, ou j'ai Google qui arrivent, donc des belles. Parce que l'écosystème il est hyper protéiforme. Tu as à la fois les acteurs dont tu parlais, tu as les éditeurs de logiciels, tu as le service, et finalement, j'imagine que tu peux avoir. Je vois bien l'attrait d'avoir un peu des représentants de tout l'écosystème, quoi. C'est ça. Et donc mon positionnement, bref, donc story short, tu vois, aujourd'hui, c'est de dire, à la base, les épisodes qui eux resteront toujours gratuits, c'est ceux qui sont qui sont le concept de base. Et maintenant, il y a quelques épisodes que je vais faire chaque mois qui, eux, seront payants pour tout le monde, avec un cabinet de conseil, un éditeur de logiciel et un institut de formation, qui sont en fait les 3 catégories qui ont un intérêt commercial à passer sur le podcast. C'est comme ça que j'ai pensé ma stratégie de monétisation sur la partie média. C'est intéressant, si je reprends un peu les chapitres un peu de ce dont tu nous parles. Chapitre 1, c'est je vais rencontrer des gens parce que ça me fait kiffer, le plaisir de partager au départ. Ensuite, chapitre 2, ce que je retiens, c'est que tu as identifié finalement ton persona, qui était le head of data, pas forcément d'une boîte data, mais une personne qui doit gérer des équipes data dans des boîtes comme Blablacar ou autre. Donc là, tu as compris, en discutant avec les gens qui écoutaient le podcast, que c'était à la fois ton persona que tu avais envie d'interviewer, mais que c'était aussi ceux qui allaient écouter. En gros, ce que je comprends bien, c'est un peu ton persona, j'allais dire buyer, mais listener, quoi. Et donc à ce moment-là, tu as ton positionnement, tu as un peu craqué un peu ton modèle de « Ok, je sais pourquoi je le fais, je sais à qui je parle ». Et de là, tu as le 3e chapitre qui est « Bon, maintenant que ça fonctionne, je vais le monétiser ». Exactement. Comment est-ce qu'on fait exploser un podcast concrètement, tu vois, dans tes stratégies de diffusion et de communication? Tu parlais de LinkedIn un peu. C'est quoi DataGen, tu vois, en termes de stratégie marketing? Comment tu fais pour faire grandir la marque, tu vois? Ça, c'est super intéressant, et tu vois, c'est quelque chose qui s'est fait de manière très organique. Tu vois, au début, je faisais juste le podcast et je le partageais sur LinkedIn. Mais je faisais un post par épisode. Et c'est tout. Et ce qui était déjà bien, hein. Du coup, je faisais un post et je demandais à l'invité de repartager mon post. Et donc là, j'avais une croissance organique parce que moi, j'avais quand même un réseau de data sur LinkedIn, vu que je bossais dans la data depuis 5 ans. Du coup, j'avais quand même des gens de la data déjà qui allaient liker, commenter, pas beaucoup, hein, ça faisait pas des grosses perfs, mais ça permettait de diffuser un peu. Et tu avais surtout l'invité qui lui repartageait, donc ça faisait son réseau le voyait, allait découvrir. Et donc, moi, ma théorie au début, c'était de me dire, ok, si à chaque fois, je sais pas, le réseau qui est intéressé pour aller écouter le podcast de l'invité le fait, je te dis n'importe quoi, il y a 100 personnes qui vont écouter, si on a 10% qui aiment bien et qui restent sur les prochains épisodes, tu as une croissance qui se crée petit à petit, tu vois. Et donc c'était un peu ça ma vision. Et donc pendant longtemps je faisais que ça, et puis au bout d'un moment je me suis rendu compte qu'en fait il fallait que j'aille beaucoup plus fort sur LinkedIn. Je me suis rendu compte qu'il fallait que j'ai une stratégie un peu à part entière, en fait, qu'il fallait que je me développe un peu comme un influenceur data sur LinkedIn pour devenir plus gros, attirer plus de monde et faire découvrir le podcast. Tu l'as vécu comment, le fait de faire de l'influence? C'est un truc, tu vois, tu parlais d'être un influenceur LinkedIn. Oui, après je dis ça en rigolant. Ouais, mais en fait, justement, c'est que moi j'ai ce truc-là aussi. En fait, t'es obligé de faire un peu d'influence, etc. Toi, c'est un truc que t'as appris, ça t'a... Enfin, je sais pas, tu l'as appris comment de faire ça? Si tu veux, au début... Après, au début, je me cachais beaucoup derrière ce que je faisais. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, le podcast,
Genre en fait, déjà il n'y avait pas la vidéo, je faisais que de l'audio au départ, je posais des questions, c'était assez, c'était assez scolaire, tu vois, comme approche entre guillemets. Et donc voilà, mais après j'avais ce petit stress de le moment où tu publies ton truc, t'as un peu l'impression d'être à poil et que tout le monde te juge. Puis les premières fois où je balance les trucs sur LinkedIn, bah c'est dur la première fois que tu cliques sur publier ton travail entre guillemets un peu que tout le monde peut voir. Et puis comme je te dis au début, il y avait toujours des petits couacs sur la qualité machin. Mais donc je pense, en fait j'y suis allé vraiment baby steps, tu vois. Donc comme au début c'était juste un post LinkedIn, un épisode, et puis je publiais même pas toutes les semaines. Au début comme je faisais ça en parler de mon taf, il y a des périodes où j'arrivais à faire un toutes les 2 semaines, mais en moyenne j'étais presque plus un toutes les 3 semaines. Un mois pendant la première année, tu vois. Donc ça a commencé très crescendo quoi. Et donc bon bah ça allait. Et puis au bout d'un moment du coup, je sais pas, le fait d'avoir fait, je dis n'importe quoi, 15 épisodes, ça a commencé à me donner des idées de posts. Et aussi la crédibilité entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est un peu un mix des deux. Alors je dis pas qu'il faut pas le faire tant que tu penses pas avoir la crédibilité, c'est juste moi c'est comme ça que ça s'est fait. J'ai eu besoin, tu vois, d'attendre, de me dire ok, en vrai j'ai quand même fait 15 épisodes, j'ai parlé avec pas mal de head of data, je suis moi-même manager, donc genre je peux aussi partager ce que je pense du sujet. Non mais tu vois, genre en fait je pense que c'est ça, j'avais besoin de me construire cette confiance, donc j'ai commencé à faire des posts, tu vois, au plus où j'analysais ce que j'avais compris sur les différents épisodes, où je réfléchissais à ce que quelqu'un avait dit et j'en faisais un post. Et donc j'ai commencé à me dire, ok, en fait, je développe une stratégie éditoriale sur LinkedIn qui devient un peu indépendante du podcast, même si elle se nourrit à 90% du podcast. Tu vois, encore aujourd'hui, hein, c'est vraiment le podcast qui me crée la matière. Mais c'est pas juste le post de l'épisode. Je commence à avoir une stratégie différente, tu vois, où je publie des trucs autour de la data qui sont inspirés parfois des épisodes ou pas. Et donc à me dire ok, je me fais un objectif, je passe à 2 posts LinkedIn par semaine, je tiens ça, et puis au bout d'un 3, et puis après il y a eu toute cette vague où sur LinkedIn ça a commencé à exploser, il y a encore quelques années, tu vois, de toute façon personne publiait plus de 2 posts sur LinkedIn, et puis là tu as des mecs, je sais pas si tu vois, comme Thibault Louis, qui sont des mecs qui parlent beaucoup de créer du contenu sur LinkedIn, etc. Et pendant longtemps qui étaient très spécialisés sur vraiment créer du contenu sur LinkedIn, maintenant il s'est élargi, et tu vois, je suivais pas mal ce mec là, et qui lui commençait à dire en fait faut y aller comme un bourrin, etc. Et moi, j'étais, du coup, au bout d'un moment, quand j'ai commencé à me dire, en fait, je commence à avoir la matière, bah vas-y, go, je tente, je commence à essayer de faire un post par jour, en fait. Et puis en essayant de faire un post par jour, en moyenne, j'arrive à en faire que 3 par semaine, tu vois, mais donc, petit à petit, j'ai build up le truc comme ça, tu vois. Mais encore une fois, très organique, petit à petit, tu vois, voilà, quoi. Mais c'est marrant, le sujet de la légitimité, parce que je pense qu'on passe tous par là. Et derrière, enfin, tu vois, je te lançais sur l'influence parce que, typiquement, aujourd'hui, moi, je suis consommateur datagène. Tu vois, sur LinkedIn, je suis ce que tu fais. Il y a plein de petits contenus, tu vois, annexes, les top livres, les top bouquins, mon analyse, etc., qui génèrent un petit peu beaucoup de valeur, mais qui génèrent aussi un peu de proximité. Tu vois, on se dit, en fait, il y a les interviews, puis il y a aussi Datagen en lui-même qui, en fait, récupère toute cette information, la digère et la restitue, et ça a de la valeur, tu vois. Et moi, je me rends compte, nous, là, on enregistre le 10e épisode, je crois, un truc comme ça. Et moi, c'est pareil. Déjà. Je crois que j'avais vu passer une stat. Je crois que t'as à peine 20 ou 30% des podcasts qui se lancent qui atteignent 10 épisodes déjà. Ouais, je l'ai vu. T'as vu une stat passer dans mais je crois que c'est peut-être même un peu moins, mais c'est un truc comme ça. Ouais, j'avoue que c'est un petit step. On fera une soirée à table, un de ces 4, on vous invitera tous, on mangera un bout. Mais j'ai un peu ce truc là où là je commence à, tu vois, justement faire des analyses, parce que moi le but c'est de rencontrer des gens et d'en tirer aussi des enseignements pour mon aventure entrepreneuriale. Et là je l'ai vu dans les contenus, quand je commence à faire une petite analyse, ce que je retiens des 10 épisodes, c'est que l'entrepreneur qui réussit c'est quelqu'un de très humble. Cette personne là elle m'a permis de comprendre ça. Tu vois, j'avais une gêne de le faire parce qu'en fait, je me sens pas forcément légitime parce que, tu vois, je suis qui. Mais je me rends compte que ça a de la valeur. Les gens, ça les intéresse aussi. Et donc, toi, tu as passé ce step-là où finalement, tu crées beaucoup de contenu à côté et en fait, ça te revient, quoi. Ça fonctionne bien, quoi. Non, mais sur ce sujet, c'est intéressant un peu de comment tu... Enfin, en fait, sur la création de contenu de manière générale, tu as un influenceur que moi je suis qui s'appelle Justin Welch, qui est hyper intéressant, qui est le plus gros créateur de contenu spécialisé sur LinkedIn aux États-Unis. Il est immense, je sais pas, il doit avoir 500 000 abonnés maintenant, un truc de ouf. Lui, vraiment, il est sur sa niche en mode il bourrine sur comment faire grossir ton compte LinkedIn et a fortiori ton business. Et il y a un concept, alors peut-être qu'il a pris à quelqu'un, mais que je trouve vachement intéressant qu'il explique, c'est qu'il dit qu'en fait, pour créer du contenu intéressant, et alors il a sûrement des contre-exemples, mais c'est sa vision. En gros, soit tu parles de quelque chose que tu as déjà fait et t'expliques comment le faire.
Ok. Et là, tu as un peu une crédibilité naturelle, tu vois. C'est en mode, je sais pas, tu t'es reconverti dans la data et tu vas apprendre les autres à le faire. Tu vois, il y en a pas mal qui se positionnent là-dessus sur la niche de la data. Et donc, tu vas créer une formation après, machin, et tu fais ton business comme ça. Tu as soit, plutôt ce que je fais moi, où tu es un peu le reporter. Enfin, moi, je suis un peu un mix entre les deux, parce qu'il y a des sujets data où je sais faire, mais au final, il y a plein de sujets que je vais aborder avec des invités où c'est eux qui savent faire. Moi, je sais pas faire du tout. Donc, mon concept, c'est plutôt reporter. Et là, tu vas aller interviewer des gens qui savent faire. Ils vont expliquer comment tu fais, et toi, tu te positionnes et un peu comme voilà, le médiateur, et ça t'apporte de la valeur en craftant ça. Mais voilà, tu vas prendre la valeur aux gens. Et donc là, c'est le format interview qui marche très bien pour ça. Et du coup, après, en utilisant le contenu que tu as pendant cette interview, tu crées de la crédibilité pour toi aller le délivrer. Même si parfois, tu ne rappelles pas que c'est lui qui te l'a dit, tu vois. Un peu comme ce que tu me disais. Et le troisième, ça peut être, si tu es plus timide, tu as pas envie de faire des interviews, j'en sais rien, c'est la recherche. C'est-à-dire, je sais pas, tu vas lire tous les livres sur quelqu'un et tu vas rechercher quelque chose, ou tu vas synthétiser des bouquins. Mais en fait, dans tous les cas, tu te rends compte que ça demande du travail. Soit ça te demande l'expérience à la base, soit ça te demande d'avoir fait les interviews, soit ça te demande d'avoir fait les recherches. Le travail de recherche. L'interview-recherche, c'est un peu pareil. Soit tu fais l'interview, mais c'est de la recherche aussi. Et en fait, je me rends compte qu'effectivement, la crédibilité, elle change tout. Tu vois, moi, là, maintenant, quand je dis, par exemple, tiens, voilà les livres que je recommande, les 30 livres que je recommande pour les Head of Data, en fait, ça change tout entre si j'avais dit, sorti de nulle part, voilà les livres que je vous recommande, 30 livres que je trouve géniaux, tout le monde serait dit, c'est qui celui-là? Et alors que ça aurait pu être la même liste. Hein. Ouais. Alors que là, le fait que je dise, issu de mes 100 interviews avec des Head of Data, et à chaque fois je leur demande quels sont leurs livres préférés, je vous ai synthétisé les 32 machins, en fait, je sais pas, ça rajoute ce genre de crédibilité. Et donc au fur et à mesure où tu vas faire de plus en plus d'interviews, et ça va te créer cette crédibilité un peu naturelle de ah mais oui, en même temps, il a fait 10 interviews, puis 20, puis 30, puis machin, avec des profils, et donc en fait son contenu il vient de quelque part, tu vois, donc ça te crée un peu cette crédibilité. Et du coup derrière ça te permet d'avoir ton audience, d'avoir du monde, ton podcast il monte, et donc s'en vient la partie monétisation. À partir de quand on commence à monétiser un podcast? Alors là, je pense que c'est très personnel, moi je vais pas dire en mode quand est-ce qu'il faut le faire pour tout le monde, je vais dire comment moi je l'ai fait, hein, mais moi ça s'est fait à partir du 25e épisode. Ok. Après, effectivement, c'est pas quelque chose que j'ai poussé, donc j'ai vraiment, comme tu dis, au début, la première année, je le voyais pas du tout comme quelque chose que j'allais monétiser au départ. Ou en tout cas, pas sous un angle sponsoring. Je pensais même pas que c'était vraiment possible, tu vois. Il n'y avait pas de modèle. Et en gros, je crois que la première fois que j'ai fait un épisode sponsorisé, je te dis, on devait être à peu près à 3000 écoutes mensuelles. Et ça, pareil, en fait, en fonction de la niche sur laquelle t'es, ça peut être plus ou moins gros, tu vois, c'est vrai que dans l'écosystème data, comme c'est un sujet de niche, tout de suite ça peut commencer à être intéressant, tu vois, 3000 écoutes mensuelles, ça va représenter peut-être 1500 auditeurs uniques. À partir du moment où j'avais 1500 auditeurs uniques et où je pouvais dire la moitié c'est des Head of Data, finalement ça commençait à être quelque chose qui est intéressant, tu vois, tu fais un épisode avec moi, c'est comme faire un gros événement où tu as plein de Head of Data, et donc en fait, tu vois, j'avais pas besoin d'avoir des chiffres de dingue. Potentiellement ça peut être différent d'une niche à l'autre, tu as peut-être des niches où même ça peut être plus petit, tu vois, j'en sais rien. Donc en fait c'est juste pour dire en mode après les chiffres sont à prendre avec des pincettes. Peut-être sur ce point-là, effectivement, toi, tu es un podcast B2B. Donc, ton audience, si on parle de personnes touchées, la valeur de ton contact unique, elle est bien plus élevée que sur du B2C, qui peut être en fait plein de personnes, parce qu'en fait, c'est un contact B2B, donc c'est un décideur, c'est quelqu'un qui est qualifié. Donc moi je me souviens, on embrasse d'ailleurs Michel Juvillier, peut-être que tu connais, qui lui fait Programmatic Society. Maintenant il fait The AI Society. Moi je me souviens, c'est la première émission que je fais, et en fait c'est un plateau, et j'étais venu parler de programmatique et de branding, et c'était marrant parce que honnêtement, la vidéo, elle a dû faire 1500 vues, un truc comme ça, peut-être même moins, honnêtement. Et tout le marché, mes copains, mes anciens maîtres de stage, tout le monde m'appelait. Me dit ah ouais Tom, t'es passé chez Michel Juvillier. Donc en fait, comme c'est des écosystèmes B2B un peu fermés, finalement 1500 personnes sur la place data de Paris, en fait ça peut potentiellement être énorme, tu vois, sur le reach potentiel des décideurs data. Donc je voulais juste faire ce petit point, parce que peut-être qu'une personne qui fait un podcast B2C à l'échelle mondiale, tu vois, 1500 personnes, ou à l'échelle même française, tu vois, c'est pas énorme, mais à l'échelle de l'écosystème data parisien, en fait, c'est plus du tout la même chose. Dans une stratégie de monétisation, c'est exactement ça la question que tu vas te poser. Encore une fois, moi, c'est pas des choses que j'avais forcément anticipées. Mais tu vois, s'il y a un moment donné où, par exemple, tu vois, pour rebondir sur ce que je te disais, où entre la ligne éditoriale, à un moment que j'aurais pu prendre, de me dire, ok, je vais faire des grosses audiences,
Donc je vais plutôt vulgariser la data pour les gens qui sont pas dans la data. Au début je me disais tiens je peux faire des épisodes, mais c'est plutôt parfois je pensais à mes potes qui font pas de la data en tant qu'audience, tu vois, parce qu'après je leur envoie l'épisode, je leur demandais ce qu'ils en pensaient, je fais comme ça. Puis au bout d'un moment je me suis rendu compte que finalement ça avait beaucoup plus de valeur. Donc j'aurais pu faire des plus grosses audiences, mais ça avait moins de valeur que si je faisais un podcast dédié à la communauté data. Mais au début, je m'étais dit, ouais, c'est peut-être cool de faire un truc qui sort un peu de la data, etc. Et puis finalement, j'en suis revenu à un moment où je me suis rendu compte que les appels du pied que j'avais de sponsors potentiels, c'était potentiellement, tu vois, comme je te disais, des cabinets de conseil, des éditeurs de logiciels, des instituts de formation. Alors, instituts de formation, c'est un peu différent. Eux, ils sont un peu... Ça peut varier, ça peut être des gens qui ne sont pas encore dans la data, qui veulent y aller. Ouais. Les cabinets de conseil, éditeurs de logiciels, eux, ce qui les intéresse, c'est les décideurs. Ouais, bien sûr. Et donc, en fait, si moi, je veux valoriser le podcast, comme tu le dis, quoi, ça a beaucoup aujourd'hui, là maintenant c'est plus 3000 écoutes, c'est 15 000. En fait, il vaut mieux que je reste à 15 000 et que je dise que j'ai tous les décideurs data, ce qui peut presque se dire, tu vois, en tout cas entre de plein de boîtes, etc., que d'essayer d'être à 100 000 écoutes en n'ayant que des gens qui bossent pas dans la data, parce que du coup j'ai changé ma ligne éditoriale, donc je fais un contenu plus vulgarisé qui va plus intéresser les décideurs, et où là en fait il y a plus trop de sponsors qui va être intéressés, quoi. Sinon il faudrait que j'arrive à atteindre vraiment des plus gros chiffres, tu vois. Ouais. Donc, en fait c'est d'un moment tu arrives un peu dans ce là. Moi ça m'allait bien parce qu'en plus finalement je me suis rendu compte que je préférais avoir des discussions poussées data, quand même dans une certaine mesure, même si je vulgarise un petit peu. Mon but c'est que ce soit aussi accessible pour des profils pas trop avancés, mais voilà, j'ai plutôt le pli d'aller dans cette direction parce que ça me convenait, ça allait mieux avec ce que j'avais envie de faire, et ça se monétisait mieux, tu vois. Je suis en train de préparer une prochaine interview et du coup une des invitées à qui je n'ai pas encore discuté, elle a sorti une phrase, je crois peut-être un autre podcast, elle disait ça a tout changé pour moi quand j'ai compris qu'il fallait que je tombe amoureuse de mon problème et pas de ma solution. Tu vois, et toi, je trouve que c'est un peu ce que tu dis là, c'est en fait moi j'adore parler à des décideurs. J'aurais pu faire plein d'autres trucs, j'aurais pu avoir une solution, mais en fait je voulais vraiment continuer là-dessus, et du coup je suis resté dans mon truc, quoi, dans ce qui me plaisait, et là j'ai par contre trouvé plein de façons de l'attaquer, quoi. Enfin c'est comme ça que je ressens un peu ce que tu dis, tu vois. Non, t'as tout à fait raison, tu vois, au bout d'un moment justement, pour avoir un peu une ligne directrice, pour le coup, c'est peut-être le seul truc que j'ai fait qui pourrait se rapprocher un peu d'un plan, tu vois. Alors parfois, j'en fais, tu vois, mais c'est d'avoir un peu un mantra ou une mission, tu vois. Ouais. Et donc j'en parlais plus au début, là, ça fait longtemps que j'en parle moins, mais c'est favoriser le partage de connaissances et l'adoption de stratégies data efficaces au sein de l'écosystème. Et donc je me dis qu'en fait, tu sais, j'aime bien avoir un truc qui finalement, dans lequel il n'y a même pas le podcast. Tu vois, de se dire en fait, c'est quoi un peu l'objectif sous-jacent. Et donc c'est vraiment, tu vois, ça rejoint un peu ce que tu dis, tu vois, je me dis, moi ce qui finalement m'apporte beaucoup de plaisir, tu vois, je l'ai eu récemment par exemple, tu vois, une Head of Data Science d'une boîte CAC 40 qui m'a envoyé un message sur LinkedIn pour me dire bonjour Robin, je crois en vous voyant en plus, tu vois, parce que, et qui m'a dit merci beaucoup pour DataGen, ça me fait, et d'ailleurs c'est rigolo, nous deux venant du conseil, ça me fait marrer, mais ça me fait économiser un budget incroyable en ressources externes, enfin en boîte de conseil, tu vois. Ça me disait en fait, il y a tellement d'infos. Que parfois, si j'arrive à trouver un contenu qui répond à des questions que je me pose, ça m'évite potentiellement de prendre une petite mission strat. Alors, je pense qu'on n'en est pas là, mais tu vois un peu le truc. Et ça a beaucoup résonné, tu vois. Je me suis dit, ah ouais, c'est stylé. Mais c'est vrai, hein. Moi, ce matin, du coup, je me suis mis un petit épisode de DataGen pour préparer l'émission. Et j'ai écouté la masterclass sur l'IA générative. Ouais. Moi, je suis à fond dans le sujet. J'accompagne les clients sur l'IA générative. Et la masterclass j'ai oublié son nom d'ailleurs. Benjamin. Elle est incroyable. Ouais, c'est intéressant. Il arrive sur les sujets de façon hyper pointue. Il rentre vraiment sur des problématiques très spécifiques. Mec, il y a énormément de valeur là-dedans. Donc je suis pas étonné, tu vois, que tu aies des décideurs derrière qui disent merci, quoi. Ouais. C'est marrant. Et alors attends, parce qu'on parle vachement bien, on rentre sur le contenu, etc. Mais si on essaie d'être un peu concret, aujourd'hui, comment est-ce que tu monétises c'est quoi les sources de revenus combien ça rapporte, quoi, DataGen? Alors justement, j'ai fait un post sur le sujet il y a pas longtemps, parce que c'est quelque chose que je trouve intéressant de partager de manière transparente, vu que c'est encore des business models qui sont nouveaux. Mais donc comme je te dis, au final, je me suis lancé à temps plein en 2022. Et sur la première année, j'étais pas focus sur la monétisation, parce que je me suis vraiment dit, ok, en fait, pour que ça marche, il faut quand même même si je suis sur une audience de nuit, il faut quand même que l'audience explose. Donc je dirais, tu vois, que ça va faire... c'est vraiment sur 2023 que j'ai commencé à monétiser.
tranquillement. Et donc là, j'ai fait 80 000 € de chiffre d'affaires sur 2023, donc c'est la première année. Ok. Ce qui est bien, déjà bravo, félicitations. Ouais, après ça dépend d'où tu le regardes, moi je trouve ça va bien, ça me permet d'en vivre aujourd'hui vu que c'était un moment où j'étais encore tout seul sur 2023. Et donc oui, j'ai l'impression que ça confirme en tout cas qu'il y a un modèle à trouver autour du podcast qui peut te permettre d'en vivre. Et après, ce qui est intéressant avec le média, en fait il y a deux trucs. Un, c'est lent, c'est difficile de faire grossir un podcast avec de la force brute, tu vois, et pourtant j'y vais, tu vois, moi je balance quand même un posting par jour, je fais 2 épisodes par semaine, je mets le paquet, mais malgré tout c'est quand même une croissance qui reste assez stable, tu vois, faut que ton contenu reste qualitatif, je le recommande. Mais en revanche, si l'audience si tu vois, entre guillemets, si la communauté est grande, ton audience va augmenter, et quand ton audience augmente, tu peux augmenter tes chiffres d'affaires. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est un modèle qui scale. En théorie, si je fais x2 en 2024 par rapport à 2023, genre je fais x2 sur le chiffre d'affaires, tu vois. Parce que tu vas mieux monétiser, tu vas mieux valoriser tes formats. Donc ça, c'est juste pour les détails. Mais donc, grosso modo, l'objectif en 2024, c'est de faire x2. Donc ça, c'est pour que tu aies un petit peu la logique. Et après, je sais pas, qu'est-ce que c'est quoi les sources de monétisation que tu as, toi? Alors aujourd'hui, la première, c'est effectivement le sponsoring. Donc c'est ce dont on parle tout à l'heure, le média. Donc là, il y a 3 formats que j'ai créés principaux. Non, il y a 4. Donc en fait, il y a 2 formats. C'est soit ce qu'on appelle de la brain content dans le milieu du média. Donc en fait, on va faire un épisode entier ensemble. Ouais. Et donc ça, en fait, c'est comme je te le dis, en revanche, je suis très sélectif. C'est-à-dire que je vais le faire qu'avec des boîtes cool, avec des invités qui vont quand même apporter de la valeur à la communauté, d'une manière ou d'une autre. Et je vais le faire avec parcimonie. Donc là, aujourd'hui, tu vois, les modèles, j'ai créé 3 offres par rapport à ça. C'est que je vais le faire avec des éditeurs de logiciels. Là, c'est par exemple un éditeur de logiciel, tu vois, j'en ai sorti un avec Databricks, par exemple, justement, autour du sujet un peu IA, etc. Ils m'ont envoyé un expert de chez eux, méga intéressant. On a fait un épisode qui s'insère parfaitement, tu vois, qui est super intéressant. On parle des différentes briques de Databricks, moi je connaissais pas bien donc je trouvais ça cool. On parle un peu de l'arrivée de la Gen AI, à quel point c'est impactant pour eux, tu vois, des choses comme ça. Et ça, je vais en faire un seul par mois, et max, et ça va être un contenu qui maintenant va être payant pour tous les éditeurs de logiciels. Donc maintenant, tu vois, mon offre, c'est de dire j'ai un spot par mois pour les éditeurs de logiciels. T'enlèves août et décembre, en fait, il y en a 10 par an. Et voilà, si tu es un éditeur de logiciel et que tu veux bosser avec moi, c'est comme ça que ça se passe. J'ai vu la semaine dernière, je crois, il y a un créateur, pas forcément data, qui s'appelle Jocariz, qui a eu un petit débat sur LinkedIn. Il s'est fait pas mal reprendre sur le fait qu'il a fait un épisode sponsorisé. Son invité, du coup, c'était quelqu'un qui payait pour être là. Et justement, il en parle, il explique qu'il ne comprenait pas trop, mais il y a eu beaucoup de ses auditeurs qui ont dit mais tu peux pas faire venir quelqu'un que tu fais payer, tu vois. Toi, comment tu te positionnes par rapport à ça? Parce que, moi, c'est des questions que je me pose. Moi, c'est des questions que je me pose. Je me suis énormément posé la question. En fait, si tu veux, pour te dire l'anecdote, au début, je pensais jamais faire ça. Et d'ailleurs, au début, j'invitais des éditeurs de logiciels pour faire exactement les mêmes épisodes et je les faisais pas payer. Ça faisait partie du concept. C'est juste que je le faisais assez rarement. Je le faisais une fois par mois, une fois tous les 2 mois, tu vois. Ou avec parfois un cabinet de conseil, tu vois. Je sais plus si je l'avais fait, mais si je l'avais fait, j'aurais pas fait payer. Tu vois, si ça avait été un profil que je trouvais solide, qui venait faire une masterclass, tu vois, comme Benjamin. Genre à l'époque, j'aurais pas fait payer. Juste à un moment, je me suis dit tiens, je passe sur une logique de monétisation. Et en fait, ce qui m'a fait pencher la balance, c'est que j'ai rencontré un des plus gros podcasteurs français, qui a un podcast qui s'appelle Dans la boîte à gants. Ah oui, tu m'en parlais en off. Sur les voitures et la moto, enfin sur un peu cet écosystème-là. Et lui, c'était son modèle de rémunération. Il y avait les annonces, donc ça c'est l'autre format dont j'allais parler après. Donc là, c'est des petites annonces où tu mets en avant auprès de la communauté des produits, des services que tu trouves qualitatifs, où c'est toi qui parles, ça c'est classique. Et après, lui, il faisait aussi des épisodes entiers. Il disait en revanche, il en fait pas beaucoup, il est sélectif, il faut quand même que ce soit cool. Et je me souviens à l'époque, il me disait qu'il vendait 10 000 €. Et ça avait coupé, je m'étais dit, ah ouais, genre 10 000 €. Et lui, du coup, il monétisait super bien, tu vois, il faisait, genre 30 ou 40 000 € de CA par mois avec un podcast, bon, il était beaucoup plus gros, etc. Et ça, je m'étais dit, ah ouais, donc en fait, c'est un des mecs qui m'a fait ouvrir les yeux sur le fait qu'en fait, c'était possible de monétiser. Et il m'a dit, après, bah oui, il faut faire attention, si tu le fais trop, peut-être que ça va gueuler. T'as un équilibre à trouver, faut être à l'écoute de ta communauté, tu vois, peut-être que Jocariz, il y a une communauté qui ne l'accepte pas. Moi, j'étais très transparent dès le départ, c'est-à-dire que, et encore aujourd'hui, tu vois, typiquement, je vais refaire une com bientôt un peu sur les news et tout, et je vais en reparler, tu vois. Mais donc, je dis de manière très transparente, en fait, que aujourd'hui,
Moi, sur le podcast, il y a un certain nombre de... Tu vois, je produis beaucoup de contenu. Il y en a toute une partie qui est gratuite, c'est quand j'invite des head of data qui font partie des départements, et j'ai créé des offres pour monétiser le podcast. Et donc maintenant, c'est payant pour tous les cabinets de conseil, éditeurs de logiciels et instituts de formation. Mais en fait, on coproduit ensemble les épisodes. Eux, ils apportent l'invité, la matière première des financements. Moi, j'apporte le savoir-faire en création de contenu Et l'audience. et la diffusion sur mes canaux. Et c'est win-win pour tout le monde. Et en revanche, on fait un contenu de qualité. La masterclass dont tu me parles, c'est une masterclass c'est un partenariat, tu vois. Ouais. Et pourtant, l'épisode est dingue et c'est un de mes épisodes qui performe le mieux. Donc, en fait, c'est possible, mais je pense qu'il faut bien l'amener, il faut bien l'expliquer. Il faut surtout faire un contenu de qualité. Il ne faut pas dire oui quand tu penses que l'épisode est naze. Il faut le faire peu. Et voilà, tu vois. Mais je pense que ça se fait. Mais après, il faut surtout essayer et être à l'écoute de l'audience. Ouais. Garder la qualité, être à l'écoute de l'audience, itérer et tester. Ton audience, du coup, j'aime bien, tu parlais aussi de communauté, et j'ai l'impression qu'en fait, tu as plus créé une communauté qu'une audience. Et aujourd'hui, tu es en train tu m'en parlais un peu off, je repense à ce truc de tomber amoureux du problème et pas de la solution. En fait, tu as ce problème qui est comprendre la data, cette audience, cette communauté qui est les head of data. Tu as une solution qui est le podcast, tu as d'autres solutions, tu as ça, tu peux nous en parler un peu? Ouais, c'est un très bon point. En fait, du coup, comme je te disais, pendant longtemps, je me suis concentré sur... je voulais me concentrer sur l'audience. Le fait de faire grossir l'audience, de créer un des plus gros podcasts data pour pouvoir le monétiser. Mais j'avais déjà cette idée de me dire, ok, au bout d'un moment, je peux le monétiser par le sponsoring et il y aura sûrement d'autres briques, tu vois, qui pourront faire sens, comme notamment le collectif de freelance, mais tu vois, j'aurais pu faire des trucs autour de la formation. Enfin, après, en fait, tu as plusieurs options possibles grâce à un petit média, entre guillemets. Mais pendant longtemps, je me suis dit, il faut que je me concentre sur le sponsoring parce que tu as une synergie un peu plus directe entre le fait de faire grossir l'audience et le sponsoring. Donc j'avais l'impression de mieux utiliser mon temps, tu vois, pour continuer quand même à faire grossir le podcast. Et puis là, depuis 6 mois à peu près, effectivement, j'ai décidé de lancer un collectif de freelance data. Donc il y a un peu le premier service associé qui est clairement dans le même écosystème. Et comme tu dis, qui rejoint un peu la même politique de... Sauf que là, c'était favoriser le partage de connaissances et l'adoption de stratégies efficaces. Tu avais une manière d'essayer d'atteindre cet objectif ou d'y contribuer via du contenu. Donc juste tu consommes le contenu, tiens, tu as une idée actionnable, ça te permet de prendre une meilleure décision un peu en autonomie, tu vois. Et là, le collectif de freelance, c'est des décideurs data ou des boîtes qui ont besoin soit d'un expert ou soit d'un accompagnement pour différents projets data. Vous êtes combien aujourd'hui? Là, on est 60 sur le collectif. Ok. Et donc, mais après, c'est aussi un collectif un peu à plusieurs rideaux, tu vois. C'est-à-dire que si effectivement, en général, on va essayer de trouver un profil dans le collectif pour aller délivrer la mission, un ou plusieurs en fonction de la mission. Et si jamais on l'a pas, on va aussi utiliser la puissance du collectif pour aller trouver potentiellement d'autres profils qu'on n'a pas encore dans le collectif. Et si ça se passe bien sur la mission, peut-être qu'ils vont rejoindre le collectif, des choses comme ça. Tu vois. L'idée, c'est pas forcément de le faire grossir trop vite, c'est plutôt de garder un aspect très qualitatif. Et là, pour juste finir sur la monétisation, c'est assez simple, c'est un format qui ressemble à un cabinet de conseil, mais où tu bosses avec des indépendants. Donc en fait, nous, on vend la mission, et après, on prend une com, et on rémunère l'expert, tu vois. Et toi, tu places l'expert, tu suis la mission, ou c'est vraiment, tu sers de passerelle, ou tu as aussi une logique de construction de la mission Ça va dépendre des missions. Ouais. Tu vois, en fait, aujourd'hui, tu as des boîtes, ils arrivent, ils savent exactement l'expert dont ils ont besoin, tu vois, s'il y a déjà un expert data en face, parfois c'est juste qu'il a besoin d'aide pour trouver le bon expert. Et donc là, effectivement, tu vas être plus sur comprendre son besoin et voir qui est dispo, et est-ce que ça fitterait, est-ce que ça marcherait des deux côtés. Ça, je me rends compte que même juste ça peut quand même être assez... en fait, tu peux apporter beaucoup de valeur juste en trouvant la bonne personne. Mais sinon, tu as des missions où effectivement, là, on va rentrer plus dans la strat, dans le cadrage, et on va suivre la mission dans le temps. Tu vois. Et vous avez beaucoup de clients aujourd'hui après 6 mois? Aujourd'hui, je pense qu'on a dû faire là, entre 10 et 15 missions, et là, qui tournent en parallèle, je pense qu'on en a peut-être 4 ou 5. Tu vois. Donc il y en a qui étaient plus ponctuels, on commence à en avoir qui durent sur le long terme. Trop bien. Donc non, franchement, c'est cool. Tu vois, là aujourd'hui, ce que je disais dans mon post, tu vois, sur les 80 000 € de chiffre d'affaires sur 2023, on est plutôt sur clairement 80%. 80% le podcast, le média, le sponsoring, pardon, 20% le collectif.
Et je pense que c'est quelque chose qui va commencer à se rééquilibrer petit à petit, tu vois, sur 2024 et surtout sur 2025. Tu vois, Trop bien. de faire deux choses en même temps, c'est que du coup, faut accepter que ça prenne un peu plus de temps à décoller, tu vois. Peut-être... espérons que la course soit comme ça. Peut-être dernière question dans cette courbe, justement, ça fait un peu question d'entretien, mais en vrai, je l'aime bien cette question. C'est quoi un peu DataGen dans 5 ans? Toi, c'est quoi vos objectifs là pour allez, disons 5 prochaines années, mais presque peu importe, j'ai envie de dire. Ouais, après, du coup, c'est une vision un peu long terme, mais effectivement, l'idée, c'est de continuer à avoir le média qui est un peu, tu vois, la colonne vertébrale. Moi, je prends clairement maintenant, tu vois, genre je dis pendant un moment j'hésitais, mais là maintenant je mets clairement la casquette influence-like, enfin je veux dire créateur de contenu, où je veux capitaliser sur le fait de me mettre aussi ma tronche en avant, parce que j'ai l'impression que ça permet de créer un positionnement qui est unique, parce que finalement tu es le seul à avoir ta tronche, tu vois. Et donc là-dessus, de continuer à mettre le paquet quoi, sur LinkedIn, sur la création de contenu, sur le média, pour continuer 2 épisodes par semaine, il y a la newsletter, donc le média qui reste vraiment la prio. Du coup, continuer à aller valoriser ça avec le sponsoring aussi, hein, donc tu vois, potentiellement en doublant le chiffre d'affaires qu'on fait sur le sponsoring d'une année sur l'autre. Et après, avoir des petits satellites autour de ce projet-là, donc le collectif qui est le premier, donc qui va être le focus pendant encore au moins 1 an, facile, tu vois, ou 2. Enfin, ça va être le focus aussi par la suite, mais genre, on va pas forcément essayer de lancer trop de trucs trop vite. Donc le collectif qui est nourri, parce qu'on arrive à attirer des top profils grâce aux médias, parce qu'on arrive à trouver des clients grâce aux médias, etc. Et après, il y a d'autres éléments qu'on pourrait venir ajouter. Tu vois, là, un qu'on a par exemple sur la liste, qu'on commence un peu à réfléchir, c'est faire quelque chose autour de la formation. Donc, tu vois, aujourd'hui, on est partenaire d'instituts de formation, on a fait une collab avec le Wagon et on est très partenaire surtout avec DataBird, qui forme notamment des data analysts qui s'ouvrent à plus de profils. Mais donc l'idée serait de voir comment nous on peut trouver notre positionnement. C'est pas de créer un concurrent, je ne cherche pas vraiment lancer un bootcamp, mais ça peut être soit de s'associer de manière un peu plus profonde avec un acteur en particulier, tu vois, et faire une espèce de joint venture, ou soit ça va être moi de commencer à lancer des formations, mais du coup peut-être plutôt sur un axe stratégie data, vu que c'est plus mon background, soit peut-être de m'associer avec des invités, tu vois, des leaders data, pour faire des formations et les vendre encore une fois grâce aux médias, tu vois, tout en essayant de rester un peu sur le même positionnement, de faire des choses qualitatives. Et après, tu peux imaginer d'autres projets. Tu vois, à un moment, l'autre jour, je réfléchissais à un projet plus physique. Tu vois, je me disais, peut-être un jour, là aujourd'hui, on voulait plutôt faire que des choses digitales, on va dire. Mais pourquoi pas, tu pourrais imaginer un coworking space dédié à la data. Tu vois, j'ai souvent des profils data qui me disent, ce serait cool qu'on se retrouve tous dans un woodwork régulièrement. Et c'est vrai que je me dis, tiens, en fait, tu pourrais avoir un coworking où tous les profils data pourraient se retrouver, parce que c'est une communauté qui est assez soudée, qui aime bien se retrouver. Et les clients, ils pourraient passer 1 fois par semaine pour choisir leur mec. Tu pourrais avoir un système, non, mais c'est ça. Après, tu pourrais mettre en place des événements, avoir des confs, etc. Donc, je sais pas à quel point ça se monétiserait bien, j'ai pas mûri le truc. Mais où moi, je pourrais avoir mon studio de podcast dedans, donc communiquer sur le lieu en permanence, etc. Tu vois, et créer un truc un peu sympa. Et après, tu as d'autres pistes, tu vois, tu peux aussi imaginer commencer à faire un podcast payant. Aux États-Unis, ça se développe beaucoup, en France moins. Mais un peu comme les newsletters payants, tu commences à avoir les podcasts payants. Tu vois, moi je me dis peut-être des gens pour ne pas avoir, alors pas forcément les épisodes sponsorisés, mais les annonces, ou pour avoir plus de contenu, où tu vois, je pourrais créer quelque chose de premium, où genre tu payes 5 € par mois, et là, tu as aussi, je sais pas, des événements, ou je sais pas, ou du coaching, ou je sais pas, tu vois, genre tu peux créer des jobs. En fait, après, quand tu regardes, notamment, parce que c'est plus développé aux États-Unis, ce qu'ont fait des gens qui ont développé des business un peu comme ça, où ils ont commencé par un gros self-branding, ou un média, ou une grosse newsletter, et qui petit à petit sont allés rajouter des offres. Tu peux faire un job board spécialisé dans la data. Donc, en fait, après, moi, je regarde juste ce qu'on fait des équivalents, mais en général sur le marketing, sur le produit, enfin sur d'autres domaines. Et puis après, faut aussi voir ce sur quoi tu serais bon, ce qui te plaît. Trop bien. Enfin, en tout cas, je pense que c'est hyper intéressant, même pour moi, tu vois, de réfléchir un peu à finalement, c'est quoi mon audience, c'est quoi ma communauté. Tu sais, nous, on a 2 dernières petites questions. Est-ce que tu aurais un invité à nous recommander pour passer à table? Alors, moi, j'ai un invité auquel j'ai pensé, mais parce que c'est aussi en rapport avec la bouffe, qui est aussi dans la création de contenu. Donc après, tu me diras si ça marche pas, je peux t'en dire un autre. Ça dépend un peu de ce que tu vises. Mais c'est un pote qui s'appelle Hugo Danagésian, qui à la base était dans la tech et qui là a fait un peu une reconversion, mais qui est chef depuis toujours, donc lui est passionné de bouffe, mais vraiment il cuisine H24, et qui s'est lancé dans un projet de monter un resto.
et qui en fait a un peu fait le choix de se dire en attendant de trouver le resto machin, de commencer à construire la communauté. Ok. En fait, il s'est avéré Ça, c'est de plus en très plus, très ça. bon là-dessus. Ouais. Et donc là, en fait, il a explosé. Genre, il a son Instagram, il a genre 150 000 personnes qui le suivent. Il a son TikTok qui a explosé. Et donc, en fait, il Énorme. fait des vidéos où il raconte un peu son histoire, ses galères en fait, de chercher un resto, mais surtout, il cuisine, etc. Il fait ça en mode très quali, il est très très pro. Trop bien. Et je me dis, ça peut peut-être être intéressant parce qu'il est passionné de bouffe, donc il pourra te parler de bouffe. Et maintenant, du coup, il a un peu les deux axes et qu'il commence à potentiellement pouvoir aussi faire du business, un peu comme moi, autour plutôt de partenariat, sponsoring, parce qu'il est contacté par plein de marques et tout. Mais là, il est en train de monter son resto, ça y est, c'est en train d'atterrir, etc. C'est déjà ouvert? Non, c'est pas encore Ok. ouvert, donc tu pourrais pas faire l'épisode dans le J'allais resto. dire, parce qu'en fait, on va Là, peut-être tu vas faire d'une d'une pierre pierre deux coups. Ouais. Non, tu peux pas le faire dans le resto. Mais Mais voilà, trop il est bien. grave sympa. Trop chouette. Et donc voilà, qui concilie Trop bouffe, bien. entrepreneuriat et création de contenu, donc Trop oui, bien. ça peut marcher. Franchement, avec plaisir. Et du coup, est-ce que tu as puisque celui-ci n'est pas encore ouvert, est-ce que tu as une recommandation de restaurant Dans le resto, ouais. Ouais, carrément. Alors, j'en ai pensé à deux. Il y en a un auquel j'aime bien aller avec mes invités de temps en temps, tu vois, quand on fait un resto, qui est à côté de chez moi, donc à Montmartre. Donc, il faudra monter un peu, qui s'appelle La Boîte aux Lettres, qui est très quali. Alors, juste J'adore. interlude, mais si j'avais su, on aurait fait l'épisode vers Montmartre, parce que moi je suis de Montmartre aussi. Ah Donc, ouais. tu vois, on aurait pu faire ça sur place en fait. Excellent. très drôle. La prochaine fois, on fera un round 2. Ouais, grave. Et donc, voilà, La Boîte aux Lettres, très sympa, très bonne bouffe. Tu sais, ces petites cartes, toujours de saison, t'as pas beaucoup de choix, mais tout est méga bien, tout est quali, quoi. Trop bien. Et sinon, pareil, je fais une petite pub. Alors, tu vas dire, ouais, il fait une pub pour tous ses potes, mais c'est juste que Je pour me le dis coup, surtout j'y que suis t'as allé. des potes qui font de la bouffe, et je me dis, mais Ouais. trop bien, tu vois. C'est ça, j'ai un pote qui vient là pour le coup de monter son resto, qui a ouvert, genre il y a une semaine ou deux, enfin, non, peut-être un peu plus, je sais plus, mais qui vient tout juste d'ouvrir. Je suis allé pour la première fois ce week-end, qui s'appelle Panorama, Ok. dans le 11, si je dis pas de bêtises. Et ouais, rue Saint-Maur. Ok, trop bien. Donc quartier super sympa et franchement très très cool aussi. Je pense qu'il serait ravi de te recevoir pour faire une ambiance sympa. Et donc tout Trop c'est bien. un concept autour du pain. En gros, c'est un restaurant boulanger, ils font leur Ok. propre pain. Ah, ouais, Et génial. après, ils font des pizzettas, des tapas, etc. Tout est super quali, pareil, petites cartes, que des top produits. Donc ce qu'on aime, quoi. Trop Voilà. bien. Bah écoute, c'est noté. Merci beaucoup, Robin, et puis Avec grand à plaisir. bientôt. À très bientôt. Ciao.